Salut Jean-Claude. Salut. Fait que comment tu vas? Qu'est-ce que ça te fait d'être ma troisième personne? Bien, pour conclure, c'est peut-être une bonne affaire parce qu'on a entendu les autres, donc on peut répondre à ce qui a déjà été dit, un aller-retour qui peut se faire. Ben, je vais rentrer dans le vif du sujet avec ma première question. Jean-Claude, parle-moi un peu de... Ben, premièrement, tu peux te présenter peut-être un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh mon Dieu, ce que je fais. Bien là, pour l'instant, bon, théoriquement, je suis à la retraite, mais en fait, j'écris sur le fonctionnement du système de justice et plus particulièrement sur la question des erreurs judiciaires. Et puis, actuellement, je me penche plus spécifiquement sur la question du travail des pathologistes judiciaires. Mais disons que ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est spécifique. Est-ce que tu es intervenant communautaire? Alors, non, moi, j'ai une formation. Ma première formation, c'est biologiste. Ensuite, j'ai enseigné un peu au secondaire, puis après, j'ai travaillé à l'Office des droits des détenus. Et dans ce contexte-là, j'ai entrepris des études de criminologie. J'ai fait une maîtrise. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas terminé parce que j'étais trop militant. Mais par contre, j'ai enseigné la criminologie à l'université pendant plus de 20 ans. Et puis, ben, maintenant, j'essaye de propager un point de vue particulier. Ben, j'ai eu vent positivement de tes cours en criminologie. Ah bon? Bien, écoute, je vais te poser ma première question de ce soir. J'aimerais que tu m'expliques, pour toi, en quoi la réhabilitation sociale est-elle importante? Mais, la réhabilitation sociale, c'est un concept qu'on retrouve particulièrement dans le code criminel, mais comme je viens de le dire, c'est essentiellement un concept. Parce qu'avec ce qu'on vient d'entendre antérieurement et puis ce qu'on sait par rapport à la situation dans les prisons, c'est pas possible de le pratiquer. D'abord, si on regarde les prisons provinciales, 60 et plus des personnes incarcérées sont en attente de procès. Donc, ils n'ont pas accès au programme qu'il pourrait y avoir. Dans les 40 qui restent, bien, il y a 60 et plus des femmes qui sont condamnées à des peines de moins d'un mois. Plus de 50 des hommes sont condamnés à une peine de moins d'un mois. Alors, quand on sait que les services correctionnels ont adapté dans les années 70 une politique, c'est-à-dire que les personnes qui ont des peines de 6 mois et moins, on ne fait rien. Il n'y a pas de programme accessible ou à peu près pas. Alors, si on regarde les peines imposées, l'accessibilité au programme, entre guillemets, on a parlé de pénurie de personnel, etc., bien, la réhabilitation, c'est un concept qui est écrit dans le code criminel et qu'on véhicule dans certains discours, mais sur le plan pratico-pratique, ça ne correspond pas à une grande réalité. Peux-tu me décrire la différence, justement, de la définition de la réhabilitation sociale dans le code criminel et de la réalité? Bien, en fait, c'est le politique. Dans le sens que le Code criminel a été adopté par le Parlement canadien. Donc, c'est les députés qu'on a élus à un moment donné ou à un autre qui votent des lois qui se retrouvent dans le Code criminel. Les gens ne sont pas, en général, très conscients que le Code criminel, c'est pas disons, la répercussion des valeurs sociales. C'est la transposition du pouvoir politique dans un cadre qui est le code criminel. Et c'est particulièrement intéressant lorsqu'on analyse les articles du code, puis en particulier, par exemple, l'article 332 du code criminel qui concerne le vol. OK. Alors, ça définit le vol. Tout le monde sait ce que c'est le vol, hein? C'est s'approprier le bien d'autrui sans qu'il soit d'accord. Fait que c'est très bien défini dans le code criminel. Mais par contre, ce qui est plus intéressant encore, c'est l'article 334 que j'invite tout le monde à lire, qui est la peine imposée en matière de vol. Alors, l'article commence par « Sous condition d'autres lois, une personne condamnée pour vol va être condamnée à une peine d'emprisonnement ou une amende. » Mais ce qui est intéressant, c'est la première partie de l'article, parce que
ce ne sont pas tous les vols qui vont être gérés par le Code criminel. OK. Avec cette introduction-là, ce qu'on constate, c'est que, compte tenu de qui vole qui, bien, ça va être soit le Code criminel ou une loi civile. OK. Alors, si on prend un exemple très concret, le vol à l'étalage. Vous faites un vol à l'étalage, vous êtes pris, vous êtes condamné, vous avez un casier judiciaire. Mais si vous allez dans le même magasin qui fait de la publicité trompeuse, alors le magasin qui vous vole ne sera pas poursuivi par le Code criminel, mais ça va être la loi sur les pratiques commerciales. OK. Puis, si on va un petit peu plus loin, puis qu'on prend, par exemple, la commission Charbonneau, peut-être que les gens s'en rappellent, qui avait étudié la corruption au niveau des municipalités au Québec, bien, on a constaté que, par exemple, il y avait des ingénieurs qui avaient participé à la corruption. Mais ces gens-là qui ont été poursuivis ne l'ont pas été en vertu du Code criminel, mais en fonction de l'ordre professionnel. OK. Ce qui fait qu'on constate que les gens qui font partie d'un ordre professionnel ne sont pas gérés par le Code criminel, mais ils sont gérés par leur code. Alors qu'ils soient avocats, par exemple, puis qui pigent dans le fonds de fiducie, ou qu'ils soient architectes qui ne respectent pas les règles, comme on se rappelle de l'incident à Montréal où il y a eu un feu et que des personnes sont décédées parce qu'il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce en question. Ouais. Personne n'a entendu parler de poursuites criminelles par rapport aux architectes, par rapport aux personnes qui ont autorisé que des personnes puissent loger dans ces chambres sans fenêtre. Alors, le Code criminel, finalement, quand on regarde son contenu et la façon dont il est géré, c'est que c'est les gens en instance d'un pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir professionnel, qui fait en sorte que le politique a décidé que ces gens-là ne seraient pas poursuivis, ne seraient pas considérés comme des criminels, et par conséquent, ce qu'on peut constater à l'œil nu, tout le monde qui a été dans une prison l'a vu, ceux qui se retrouvent en prison, c'est les personnes au bas de l'échelle. C'est les gens sans pouvoir. Mais ça, on ne le dit pas. Je veux dire, le politique ne le dit jamais. Au contraire, à chaque fois qu'il se passe un événement dramatique, on profite, les politiciens profitent de l'occasion pour agiter le drapeau, par exemple, du sentiment d'insécurité. On dit aux gens, voyez, là, vous sentez votre vie insécure, plus ou moins, mais ça, c'est le crime qui est responsable de ça. Mais ils vous diront jamais que la crise du logement peut aussi créer un sentiment d'insécurité, que l'accès à l'alimentation déficiente crée un sentiment d'insécurité. Alors, on est face à un contexte actuellement, bien, pas juste actuellement, ça a toujours été le cas, où le rapport de force, c'est ce qui mène finalement la gestion des comportements des citoyens. Et tant et aussi longtemps que cette réalité ne sera pas perçue, bien, il n'y aura pas de débat public. Contrairement à toutes les institutions qu'on retrouve dans la société, que ce soit le mariage, l'éducation, la santé, les rapports hommes-femmes, etc. Tout ça, ça fait l'objet de débats publics. Tout ça, c'est l'objet de questionnements par rapport aux valeurs. Mais quand il s'agit de la justice, l'État ne veut jamais qu'il y ait de débat public, parce qu'il n'y a jamais de débat sur la justice. On peut débattre de certains éléments du système de justice, mais jamais sur la philosophie du système, les objectifs du système et son mode de fonctionnement. Tu parles de politique, c'est vraiment intéressant. Puis c'est quoi, justement, l'impact que ça a sur la réhabilitation sociale? Bien, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, dans les institutions carcérales, la réhabilitation, c'est un concept, c'est pas une réalité. Le système fait en sorte que c'est impossible de le faire. De mettre des gens dans des conditions... D'abord, comme je l'ai dit au départ, 50% et plus des gens sont condamnés à des peines d'un mois et moins.
Hein, 80 et à peu près 6 mois et moins ne sont pas des gens qui ont commis des infractions graves. La sécurité du public n'est pas en jeu pour ces délits-là. Mais on maintient la prison en place pour contrôler les gens. Alors, l'essentiel du financement, parce qu'il faut savoir que les prisons au travers du Canada coûtent environ en 2,5 milliards et 3 milliards. La même chose pour les pénitenciers fédéraux. Alors, si on investit dans l'argent dans des structures fermées, alors qu'on sait que les conséquences de l'enfermement ont un impact sur la santé physique, sur la capacité de réintégrer la société, mais qu'on ne prend pas les moyens pour le faire, bien, ça continue à perdurer avec un taux de récidive qui est élevé. Il n'y a aucune perspective d'aborder les problèmes sociaux, les conflits qu'il peut y avoir entre les personnes dans une perspective de résoudre les problèmes. On attend que le crime soit commis en fonction de la définition que l'État a bien voulu adopter, puis là, on intervient. Mais on n'intervient pas avant. Et on sait pertinemment, la preuve en est, c'est que les gens qui sont en prison, pour la plupart, sont des gens qui ont peu de revenus, qui ont peu d'éducation, qui viennent d'un milieu ou d'un contexte plus ou moins défavorisé, plus ou moins dysfonctionnel. Ce sont des pauvres qui sont en prison. C'est les gens au bas de l'échelle qui sont en prison. On parlait des Autochtones. Les Autochtones font 25 de la population carcérale fédérale, alors qu'ils représentent à peu près 5 de la population dans son ensemble. Mais quand on dit ça, ça se répercute nulle part. Puis surtout que dans les prisons, dans les prisons des provinces de l'Ouest, dans les prairies, c'est-à-dire, c'est 80 de la population carcérale qui est autochtone. Mais on sait pertinemment aussi que les gens qui sont au bas de l'échelle, c'est les Autochtones pour un grand nombre d'entre eux. Puis c'est la même chose pour les personnes racisées en prison. Pourquoi les personnes racisées en prison sont plus nombreuses? Parce qu'elles sont au bas de l'échelle. Et souvent, les gens ont de la difficulté à reconnaître cette réalité-là. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est les institutions dans une perspective historique. Alors, si on prend les prisons au Québec, dans les années 50, elles étaient aussi pleines qu'aujourd'hui, mais c'était des Blancs. Parce qu'il y avait peu de personnes racisées. Ben, c'était des Blancs pauvres. Là, le niveau de vie des Blancs a augmenté. Puis ceux qui ont pris la place, mais c'est des personnes immigrantes qui sont, pour un grand nombre d'entre elles, racisées. Donc, c'est elles qui se retrouvent en prison, parce que c'est elles qui ont pris la place des gens les plus pauvres de la société. C'est ça, la réalité. Et tant et aussi longtemps qu'on n'abordera pas le phénomène du crime dans une perspective sociale et non dans une perspective criminelle ou en vertu du code criminel, les choses ne changeront pas. Il faut vraiment aborder, quel que soit le problème social, dans une perspective sociale. Et on sait qu'il y a des solutions. Il y en a qui ont été pratiquées au Canada. Au Manitoba, par exemple, où j'ai vécu un certain temps, ils ont mené une expérience. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le concept et la réalité du minimum revenu garanti annuel. Donc, dans un village du Manitoba, tous les citoyens qui vivaient là avaient un revenu minimum garanti. Ils ont constaté de manière radicale et rapide que le décrochage scolaire a baissé, la fréquentation des services de santé a baissé, que la violence intercommunautaire a baissé, que le taux de criminalité a baissé. Tout fonctionnait de manière plus juste pour l'ensemble de la population. Quelle a été la décision politique? C'est d'y mettre un terme. Une expérience similaire a été faite en Californie avec des résultats similaires. La décision politique a été exactement la même. Une autre expérience qui a été faite à Winnipeg. Montréal, ça a été une époque la capitale des vols, des hold-up. Mais Winnipeg, c'était la capitale des vols d'automobiles.
OK. Alors, les citoyens trouvaient que c'était plutôt fatigant parce que les primes augmentaient d'année en année. Finalement, la province et la ville de Winnipeg, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, le corps de police de Winnipeg et la commission scolaire se sont rencontrés et ont mis en place un programme de prévention des vols d'automobiles. Ça a pris 2 ans. Les vols d'automobiles ont baissé drastiquement. Donc, on a des exemples très concrets où, lorsqu'il y a une volonté d'intervention politique pour essayer d'aborder les problèmes dans une perspective sociale, ça marche. Mais la décision générale des politiciens, c'est de ne surtout pas l'appliquer. Ouais. Alors, si on fait référence à M. Legault, qui a fait son discours à l'inauguration de la nouvelle session à l'Assemblée nationale, son discours a porté sur la loi et l'ordre. Plus de prison, moins de libération conditionnelle, etc., etc. C'est toujours le drapeau blanc qu'on agite pour essayer de faire croire aux gens qu'on va résoudre des problèmes en criminalisant les gens sans pouvoir. Tu parles d'avoir une perspective sociale, puis des... En quoi c'est utile pour toi d'avoir des organismes de surveillance des institutions publiques comme Alter Justice, par exemple, la Ligue des droits, le Protecteur du citoyen? Tu me parles de solutions. En quoi c'est utile d'avoir des organismes comme ça? C'est pas utile, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que il faut des contre-pouvoirs. Les droits qui sont accordés par les chartes, c'est pas le résultat de la bonne volonté des politiciens. C'est le rapport de force que les citoyens peuvent établir avec l'État. Et pour établir un rapport de force, il faut se structurer, il faut s'organiser, parce que l'État est organisé. L'État a les moyens, a les ressources. L'État va piger chez les gens qui ont des connaissances. Si vous voulez voir comment fonctionne le système étatique, ce qui est intéressant de voir, c'est le parcours des gens. Vous allez constater que beaucoup de gens s'impliquent dans des organismes de défense des droits, vont s'impliquer sur le plan social, mais ce que l'État va faire, c'est qu'il va leur offrir une job. À ce moment-là, la personne quitte le communautaire, s'en va dans la structure étatique et happée par ce système-là. Parce que la première chose qu'un fonctionnaire doit admettre, c'est qu'on lui enlève son droit de parole. Ouais. Il ne peut pas contester. C'est très difficile de contester. Je veux dire, si vous contestez l'État, il faut être conscient que ça va vous coûter très, très, très cher. Parce que les structures, toutes les structures, vont faire en sorte que vous soyez, disons, que vous ayez des bâtons dans les roues. Parce que si on prend la criminologie, que je connais un peu, bien, qui finance la recherche en criminologie? C'est l'État. Hein? C'est l'État, c'est le ministère de la Sécurité publique, c'est le ministère de la Justice. Alors, l'État ne va certainement pas financer des recherches qui vont faire en sorte qu'on va mieux comprendre comment le système fonctionne pour éventuellement le remettre en question. Oui. Donc, il va choisir les sujets de recherche qui vont dans le sens de ses intérêts. Il va s'adapter aux revendications éventuelles pour faire en sorte que on puisse reprendre le discours contestataire. Bien, ce qui est intéressant avec les organismes communautaires aussi, c'est qu'on est un peu là pour critiquer justement ces instances-là, critiquer aussi la façon dont on est financé. Mais c'est limite. Hein? Je veux dire, moi, j'ai travaillé à l'Office des droits des détenus pendant des années. On a contesté de manière assez radicale. Et on était financé par Centraide. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après, il y a eu l'émeute d'Archambault, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais comme on contestait le système, eh bien là, ce qui s'est passé, c'est que le service de police de Montréal, les agents correctionnels fédéraux ont dit à Centraide, mais si vous continuez à financer l'Office des droits des détenus, on ne vous donnera plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'a fait Centraide? Bien, il a coupé la subvention à l'Office. C'est ça, la réalité.
c'est que si vous prenez la parole et que vous avez un discours radical dans le sens que vous dites les choses telles qu'elles se passent, pas que vous soyez révolutionnaire et que vous voulez renverser le pouvoir, simplement dire la vérité. Dire la vérité. Avec les vrais mots qui correspondent à la vérité, eh bien, les obstacles se multiplient. Mais l'avantage d'avoir la liberté de parole, c'est qu'en même temps, vous êtes libre de vous-même. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ça coûte de l'argent, ça coûte quelque chose, parce que votre accès au pouvoir va être limité. Puis, parce qu'il faut bien comprendre que plus vous gravissez dans les échelons du pouvoir, plus les conditions de travail, entre guillemets, ou ce qui entoure sont meilleures, mais en même temps, votre liberté de parole diminue. Merci Jean-Claude, c'était très intéressant. J'aimerais ça qu'on continue notre conversation, mais le temps est déjà écoulé. C'est toujours comme ça. Ça passe vite quand on parle sur le divan. Hein? Bon, heureusement, j'ai eu le temps d'enseigner longtemps, fait que les gens étaient pognés pour m'entendre. Ben, t'es-tu à l'aise à ce qu'on vienne te jaser après notre petite entrevue? Les gens viennent te poser des questions pour jaser? Parfait. Ben, Jean-Claude est disponible pour jaser si ça vous tente. Merci Jean-Claude, c'était très pertinent. Très bien. Merci beaucoup.